Bataille de Crécy. Philippe de Valois avait réuni toutes ses forces en une grande armée pour reprendre aux Anglais leur conquête du Midi. Cette armée forte, dit-on, de 100 000 hommes, reprit en effet Angoulême et alla se consumer devant la petite place d'Aiguillon. Les Anglais s'y défendirent d'autant mieux que le fils du roi, qui conduisait les Français, n'avait point fait de quartier aux autres places. Si l'on en croyait l'invraisemblable récit de Froissart, le roi d'Angleterre serait parti pour secourir la Guyenne. Puis ramené par le vent contraire, il aurait prêté l'oreille au conseil de Godefroy d'Harcourt, qui l'engageait à attaquer la Normandie sans défense. Le conseil n'était que trop bon. Tout le pays était désarmé. C'était l'ouvrage des rois eux-mêmes qui avaient défendu les guerres privées. La population était devenue toute pacifique, toute occupée de la culture ou des métiers. La paix avait porté ses fruits. L'État florissant et prospère où les Anglais trouvèrent le pays doit nous faire abattre beaucoup de tout ce que les historiens ont dit contre l'administration royale au XIVe siècle. Le cœur saigne quand on voit dans Froissart cette sauvage apparition de la guerre dans une contrée paisible, déjà riche et industrielle, dont l'essor allait être arrêté pour plusieurs siècles. L'armée mercenaire d'Édouard, ses pillards, gallois, irlandais, tombèrent au milieu d'une population sans défense. Ils trouvèrent les moutons dans les champs, les grandes plaines, les villes ouvertes. Du pillage de Caen, ils eurent de quoi charger plusieurs vaisseaux. Ils trouvèrent Saint-Lô et Louviers toutes pleines de draps. Pour animer encore ces gens, Édouard découvrit à Caen, tout à point, un acte par lequel les Normands offraient à Philippe de Valois de conquérir à leurs frais l'Angleterre, à condition qu'elle serait partagée entre eux, comme elle le fut entre les compagnons de Guillaume le Conquérant. Cet acte, écrit dans le pitoyable français qu'on parlait alors à la cour d'Angleterre, est probablement faux. Il fut, par ordre d'Édouard, traduit en anglais, lu partout en Angleterre au prône des églises. Avant de partir, le roi avait chargé les prêcheurs du peuple, les dominicains, de prêcher la guerre, d'en exposer les causes. Peu après, Édouard supprima le français dans les actes publics. Il n'y eut qu'une langue, qu'un peuple anglais. Les descendants des conquérants normands et ceux des Saxons se trouvèrent réconciliés par la haine des nouveaux Normands. Les Anglais, ayant trouvé les ponts coupés à Rouen, remontèrent la rive gauche, brûlant sur leur passage Vernon, Verneuil et le pont de l'Arche. Édouard s'arrêta à Poissy pour y construire un pont et fêter l'Assomption, pendant que ses gens allaient brûler Saint-Germain, Bourg-la-Reine, Saint-Cloud et même Boulogne, si près de Paris. Tout le secours que le roi de France donna à la Normandie, ce fut d'envoyer à Caen le connétable et le comte de Tancarville qui s'y firent prendre. Son armée était dans le Midi, à 150 lieues. Il crut qu'il serait plus court d'appeler ses alliés d'Allemagne et des Pays-Bas. Il venait de faire élire empereur le jeune Charles IV, fils de Jean de Bohême. Mais les Allemands chassèrent l'empereur élu, qui vint se mettre à la solde du roi. Son arrivée, celle du roi de Bohême, du duc de Lorraine et autres seigneurs allemands, fit déjà réfléchir les Anglais. C'était assez de bravade et d'audace. Il se trouvait engagé au cœur d'un grand royaume, parmi des villes brûlées, des provinces ravagées, des populations désespérées. Les forces du roi de France grossissaient chaque jour. Il avait hâte de punir les Anglais, qui lui avaient manqué de respect jusqu'à approcher de sa capitale. Les bourgeois de Paris, si bonnes gens jusque-là, commençaient à parler. Le roi ayant voulu démolir les maisons qui touchaient à l'enceinte de la ville, il y eut presque un soulèvement. Édouard entreprit de s'en aller par la Picardie, de se rapprocher des Flamands qui venaient d'assiéger Béthune, de traverser le Ponthieu, héritage de sa mère. Mais il fallait passer par la Somme. Philippe faisait garder tous les ponts et suivait de près l'ennemi. De si près qu'à Hérenne, il trouva la table d'Édouard toute servie et mangea son dîner. Édouard avait envoyé chercher un guet. Ses gens cherchèrent et ne trouvèrent rien. Il était fort pensif lorsqu'un garçon de la Blanche-Tache se chargea de lui montrer le guet qui porte ce nom. Philippe y avait mis quelques 1000 hommes, mais les Anglais, qui se sentaient perdus s'ils ne passaient, firent un grand effort et passèrent. Philippe arriva peu après. Il n'y avait plus moyen de les poursuivre. Le flux remontait la Somme. La mer protégea les Anglais. La situation d'Édouard n'était pas bonne. Son armée était affamée, mouillée, recrue.
Les gens qui avaient pris et gâté tant de butin semblaient alors des mendiants. Cette retraite rapide, honteuse, allait être aussi funeste qu'une bataille perdue. Édouard risqua la bataille. Arrivé d'ailleurs dans le Ponthieu, il se sentait plus fort. Ce comté au moins était bien à lui. « Prenons-ci place de terre, dit-il, car je n'irai plus avant. Si aurait vu nos ennemis, eh bien, y a cause que je les attende, car je suis sur le droit héritage de madame ma mère, qui lui fut donné en mariage, si le veut défendre et calangier contre mon adversaire Philippe de Valois. » Cela dit, il entra en son oratoire, fit dévotement ses prières, se coucha, et le lendemain entendit la messe. Il partagea son armée en 3 batailles, et fit mettre pied à terre à ses gendarmes. Les Anglais mangèrent, burent un coup, puis s'assirent, leurs armes devant eux, en attendant l'ennemi. Cependant arrivait à grand bruit l'immense cohue de l'armée française. On avait conseillé au roi de France de faire reposer ses troupes, et il y consentait. Mais les grands seigneurs, poussés par le point d'honneur féodal, avançaient toujours à qui serait au premier rang. Le roi lui-même, quand il arriva et qu'il vit les Anglais, le sang lui mua, car il les haïssait, et dit à ses maréchaux, « Faites passer nos Génois devant, et commencez la bataille, au nom de Dieu et de Monseigneur Saint-Denis. » Ce n'était pas sans grande dépense que le roi entretenait depuis longtemps des troupes mercenaires, mais on jugeait avec raison les archers génois indispensables contre les archers anglais. La prompte retraite de Barbavara à la bataille de l'Écluse avait naturellement augmenté la défiance contre ces étrangers. Les mercenaires d'Italie étaient habitués à se ménager fort dans les batailles. Ceux-ci, au moment de combattre, déclarèrent que les cordes de leurs arcs étaient mouillées et ne pouvaient servir. Ils auraient pu les cacher sous leurs chaperons, comme le firent les Anglais. Le comte d'Alençon s'écria, « On se doit bien charger de cette ribaudaille qui faillit au besoin. » Les Génois ne pouvaient pas faire grand-chose. Les Anglais les criblaient de flèches et de balles de fer lancées par des bombardes. « On eût cru, dit un contemporain, entendre Dieu tonner. » C'est le premier emploi de l'artillerie dans une bataille. Le roi de France, hors de lui, cria à ses gendarmes, « Ortho, tuez toute cette ribaudaille, car il nous empêche la voie sans raison. » Mais pour passer sur le corps aux Génois, les gendarmes rompaient leur rang. Les Anglais tiraient à coup sûr dans cette foule, sans craindre de perdre un seul coup. Les chevaux s'effarouchaient, s'emportaient. Le désordre augmentait à tout moment. Le roi de Bohême, vieux et aveugle, se tenait pourtant à cheval parmi ses chevaliers. Quand ils lui dirent ce qui se passait, il jugea bien que la bataille était perdue. Ce brave prince, qui avait passé toute sa vie dans la domesticité de la maison de France et qui avait du bien au royaume, donna l'exemple comme vassal et comme chevalier. Il dit aux siens, « Je vous prie et requiers très spécialement que vous me meniez si avant que je puisse frapper un coup d'épée. » Ils lui obéirent, lièrent leurs chevaux aux siens, et tous se lancèrent à l'aveugle dans la bataille. On les retrouva le lendemain gisant autour de leur maître, et liés encore. Les grands seigneurs de France se montrèrent aussi noblement. Le comte d'Alençon, frère du roi, les comtes de Blois, d'Harcourt, d'Aumale, d'Auxerre, de Sancerre, de Saint-Paul, tous magnifiquement armés et blasonnés, au grand galop, traversèrent les lignes ennemies. Ils fendirent les rangs des archers et poussèrent toujours, comme dédaignant ces piétons, jusqu'à la petite troupe des gendarmes anglais. Là se tenait le fils d'Édouard, âgé de 13 ans, que son père avait mis à la tête d'une division. La seconde division vint la soutenir, et le comte de Warwick, qui craignait pour le petit prince, faisait demander au roi d'envoyer la troisième au secours. Édouard répondit qu'il voulait laisser l'enfant gagner ses éperons, et que la journée fût sienne. Le roi d'Angleterre, qui dominait toute la bataille de la butte d'un moulin, voyait bien que les Français allaient être écrasés. Les uns avaient trébuché dans le premier désordre parmi les Génois, les autres, pénétrant au cœur de l'armée anglaise, se trouvaient entourés. La pesante armure que l'on commençait à porter alors ne permettait pas aux cavaliers, une fois tombés, de se relever. Les coutillers de Galles et de Cornouailles venaient avec leurs couteaux, et les tuaient sans merci, quelques grands seigneurs qu'ils fussent. Philippe de Valois fut témoin de cette boucherie. Son cheval avait été tué.
Il n'avait plus que 60 hommes autour de lui, mais il ne pouvait s'arracher du champ de bataille. Les Anglais, étonnés de leur victoire, ne bougeaient d'un pas. Autrement, ils l'eussent pris. Enfin, Jean de Hainaut saisit le cheval du roi par la bride et l'entraîna. Les Anglais, faisant la revue du champ de bataille et le compte des morts, trouvèrent 11 princes, 80 seigneurs bannerets, 1200 chevaliers, 30 000 soldats. Pendant qu'ils comptaient, arrivèrent les communes de Rouen et de Beauvais, les troupes de l'archevêque de Rouen et du grand prieur de France. Les pauvres gens, qui ne savaient rien de la bataille, venaient augmenter le nombre des morts. Bataille de Valmy. Les Prussiens ignoraient si parfaitement à qui ils avaient affaire qu'ils crurent avoir pris Dumouriez, lui avoir coupé le chemin. Ils s'imaginèrent que cette armée de vagabonds, de tailleurs, de savetiers, comme disaient les émigrés, avait hâte d'aller se cacher dans Châlons, dans Reims. Ils furent un peu étonnés quand ils les virent audacieusement postés à ce moulin de Valmy. Ils supposèrent du moins que ces gens-là, qui, la plupart, n'avaient jamais entendu le canon, s'étonneraient au concert nouveau de 60 bouches à feu. 60 leur répondirent, et tout le jour, cette armée, composée en partie de garde nationale, supporta une épreuve plus rude qu'aucun combat. L'immobilité sous le feu. On tirait dans le brouillard au matin et, plus tard, dans la fumée. La distance néanmoins était petite. On tirait dans une masse. Peu importait de tirer juste. Cette masse vivante, d'une armée toute jeune, émue de son premier combat, d'une armée ardente et française qui brûlait d'aller en avant, tenue là sous les boulets, les recevant par milliers, sans savoir si les siens portaient. Elle subissait, cette armée, la plus grande épreuve peut-être. On a tort de rabaisser l'honneur de cette journée. Un combat d'attaque ou d'assaut aurait moins honoré la France. Un moment, les obus des Prussiens, mieux dirigés, jetèrent de la confusion. Ils tombèrent sur 2 caissons qui éclatèrent, tuèrent, blessèrent beaucoup de monde. Les conducteurs de chariots s'écartant à la hâte de l'explosion, quelques bataillons semblaient commencer à se troubler. Le malheur voulut encore qu'à ce moment, un boulet vînt tuer le cheval de Kellermann et le jeter par terre. Il en remonta un autre avec beaucoup de sang-froid, raffermit les lignes flottantes. Il était temps. Les Prussiens, laissant la cavalerie en bataille pour soutenir l'infanterie, formaient celle-ci en 3 colonnes, qui marchaient vers le plateau de Valmy. Kellermann voit ce mouvement, forme aussi 3 colonnes en face et fait dire sur toute la ligne. Ne pas tirer, mais attendre, et les recevoir à la baïonnette. Il y eut un moment de silence. La fumée se dissipait. Les Prussiens avaient descendu, ils franchissaient l'espace intermédiaire avec la gravité d'une vieille armée de Frédéric, et ils allaient monter aux Français. Brunswick dirigea sa lorgnette, et il vit un spectacle surprenant, extraordinaire. À l'exemple de Kellermann, tous les Français, ayant leurs chapeaux à la pointe des sabres, des épées, des baïonnettes, avaient poussé un grand cri. Ce cri de 30 000 hommes remplissait toute la vallée. C'était comme un cri de joie, mais étonnamment prolongé. Il ne dura guère moins d'1 quart d'heure. Fini, il recommençait toujours avec plus de force. La terre en tremblait. C'était « Vive la nation ». Les Prussiens montaient, fermes et sombres. Mais tout ferme que fût chaque homme, les lignes flottaient, elles formaient par moments des vides. Puis elles les remplissaient. C'est que de gauche, elles recevaient une pluie de fer qui leur venait de Dumouriez. Brunswick arrêta ce massacre inutile. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.